Bonjour Monsieur Morgenthaler. Bonjour. Donc merci de répondre à ces quelques petites questions pour les mémoires de l'ufologie française. Donc première question, depuis quand êtes-vous en ufologie? Alors je m'intéresse à l'ufologie, ça remonte à 1983, 82, 83. En fin de compte, ma femme était obligée d'acheter un livre, elle ne savait pas quoi acheter. Elle m'a dit prends-en un, fais de la lecture aussi. Et puis j'ai pris un livre qui dans le temps était très connu, naturellement, Jean-Claude Bourret. J'ai lu ce livre de Jean-Claude Bourret sur les ovnis. Et puis je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose. Et je suis allé plus loin. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'ufologie. Et puis donc, naturellement, ce livre-là parlait de lumière dans la nuit. Et puis je me suis inscrit à cette époque-là, Lumière dans la nuit. Voilà donc un peu comment je suis arrivé dans l'ufologie. Après, naturellement, il y a eu beaucoup d'évolutions. Quel a été votre intérêt de... Parce qu'il y a eu le livre, mais il y a eu quand même un intérêt de L'intérêt que j'ai eu, oui, c'était d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe, de me dire, bah, tiens, il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans, j'aimerais en savoir plus, et de fil en aiguille, naturellement, quand on met les doigts quelque part, ça entraîne toute la main, et puis après, ça entraîne tout le reste. Avez-vous été témoin? Je n'ai jamais été témoin d'un phénomène que je n'ai pas pu identifier. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, on regarde un peu plus le ciel, on voit des choses qui surprennent, et à ce moment-là, on se pose des questions, on va faire des recherches, on regarde ce qu'il y avait effectivement à ce moment-là. Il faut dire, je me suis fait avoir par Vénus. Ça arrive. Hein. Ah, ça arrive. Disons que ce jour-là, j'aurais dû jouer au loto, parce que de la façon que ça m'est arrivé, j'ai fait le trajet en voiture de Strasbourg à ici, ce qui fait à peu près 25 km, et j'avais toujours ce point lumineux dans le ciel. Et le ciel était couvert, et ça tombait, la flotte, autant qu'on voulait. C'était par saut que ça tombait. Je dis, pas possible, c'est un hélicoptère, c'est d'abord un avion. Après, j'ai dit, non, ça doit être un hélicoptère, parce que ça reste sur place, ça ne bouge pas du tout. Un avion aurait déjà pris le virage pour atterrir à Ensheim et tout ce qui s'ensuit. Et ça restait toujours dans le ciel. Et arrivé ici, j'ai donné un coup de klaxon. Mon fils m'a vu, j'ai fait signe de sortir les jumelles. Et en sortant les jumelles, j'ai vu quelques étoiles. Donc en fin de compte, la météo indiquait couvert sur les 3 couches à 100%. Non. Pendant 25 minutes, il y avait un trou dans les nuages entre Vénus et moi. Ce qui, vraiment, doit être exceptionnel. Donc, une autre personne aurait vu ça, elle aurait pris ça pour un ovni aussi. Moi, j'ai pris les jumelles par après et j'ai vu qu'il y avait des étoiles autour. Donc, j'ai compris qu'il y avait un trou quand même dans les nuages et que Vénus, c'était justement à cet endroit-là. Et naturellement, j'ai contrôlé les cartes astronomiques qui m'ont indiqué que Vénus se trouvait bien dans cette direction-là et à cette hauteur-là. Voilà, donc j'ai des petits trucs comme ça qui sont arrivés, parfois la lune qui surprend quand on passe en forêt, on la voit en triangle, ça m'est arrivé de voir la lune triangulaire, pourquoi? Avec des nuages devant. Donc ça surprend, mais quand on va chercher un peu plus loin, quand on ne fuit pas un phénomène mais qu'on l'observe et puis qu'on reste sur place, très souvent on arrive à l'identifier. Quel a été votre parcours en ufologie depuis l'achat du livre? Alors depuis l'achat du livre, mon parcours, donc je me suis inscrit, je crois que c'était en 82 ou 83, donc à Lumière dans la nuit en tant qu'enquêteur. On recevait un petit truc, un petit papier qu'on était enquêteur Lumière dans la nuit. Mais comme je ne savais pas quoi faire, j'ai rien fait à cette époque-là. Moi je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui va me contacter, il y a quelqu'un qui va me dire il faut faire ça et ça. On va peut-être me donner un petit document pour savoir ce qu'on doit faire. Il n'y a rien qui est venu. Et en 1985, j'ai été contacté par René Faudrin, 85-86. Et on a créé OVNI Nord Alsace en 1987, donc qui était une délégation de Lumière dans la nuit. On a travaillé ensemble jusqu'en 1989, moment où René Faudrin a été muté près de Lyon. Et donc après, pendant ce temps-là, naturellement, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints.
était quand même 7 personnes à ce moment-là. Et donc, on est resté délégation jusqu'en 1990, où on a quitté Lumière dans la nuit, parce que pour nous, on trouvait Lumière dans la nuit pas assez objectif pour nous. On voulait quelque chose d'un peu plus objectif. Et nous avons rejoint SOS OVNI, donc avec Perry Petrakis. Et donc nous sommes devenus la délégation Grand Est de SOS OVNI. Donc là on s'occupait de tout ce qui est la Lorraine, l'Alsace, la Lorraine, le territoire de Belfort. Et donc ça jusqu'à la chute de l'association dans les années 2000. Donc 2000, ça a commencé en 2000, mais elle a fermé en 2002 je crois. Et nous on a quitté, quand on a vu que ça flanchait de ce côté-là, bon c'était un problème financier, vu la revue qu'on avait qui était très belle, qui était vendue en kiosque et tout ce qui s'ensuit, mais c'était beaucoup trop cher, ça coûtait beaucoup trop d'argent à une association, et donc de ce côté-là elle n'arrivait plus à suivre. Et je pense que c'était ça la grande chute de SOS OVNI. Et donc à ce moment-là, on a dit, bah, est-ce qu'on arrête? Mais on n'a pas voulu arrêter parce qu'on était une bonne bande d'amis qui faisions de l'ufologie. Et on a dit, bah, on va créer notre association à nous. Et à cette époque-là, il y avait toujours un problème. À partir du moment où on était ufologue, quand on s'intéressait à l'astronomie, bah, on considérait qu'un ufologue n'a pas à s'intéresser à l'astronomie. Les astronomes, eux, ne voulaient rien savoir de l'ufologie. Parce que ça c'était quelque chose, parler d'extraterrestres, c'était vraiment, ça faisait fuir tous les astronomes. Donc on a dit pourquoi ne pas créer une association qui permette aux gens de faire de l'ufologie, mais également de l'astronomie, de la météorologie, de l'aéronautique s'ils le veulent. Et donc on a créé l'association SPICA donc en mars 2001. Association qui existe encore aujourd'hui naturellement et dont je suis le président. Voilà donc un peu notre parcours. Naturellement dans ce parcours des amis qui dataient déjà de OVNI Nord-Alsace, comme Dominique Schall, comme donc Chi Jean-Jacques qui nous a rejoint par après, Christian Kiffer également. Donc ce sont des gens que on a connu leurs enfants tout petits, et puis maintenant ce sont des adultes qui se marient, qui ont peut-être déjà leurs propres enfants. Donc voilà un peu le parcours ufologique qui se fait, je dirais, tout en faisant une recherche sérieuse, mais en toute amitié avec beaucoup de gens. Et voilà, et c'est ça qui est agréable. Par rapport au début où vous êtes intéressé à l'ufologie et à maintenant, est-ce que votre conviction sur le phénomène a évolué? Oui, la conviction a évolué. Pourquoi? Parce que au début, on lisait les livres. Et en fin de compte, quand on lit un livre, on croit ce qui a marqué dedans. Ensuite, il y a eu toute l'évolution de la recherche et tout ça au sein des associations. Et puis on voit que beaucoup de choses qui éventuellement sont marquées dans les livres d'antan correspondent à des choses qui ont été vues aujourd'hui, mais qu'on identifie. Donc on se dit, bon, les bouquins dans le temps, on lisait beaucoup de choses qui étaient éventuellement identifiables déjà à l'époque. Mais c'est vrai que dans les années 70, c'est mon impression, hein, mais je pense peut-être pas être tout à fait dans le faux, que dans le temps, on prenait le témoignage de la personne, mais on ne recherchait pas. Et on le mettait dans un livre. Aujourd'hui, ça existe toujours. Mais il y a quand même beaucoup plus d'associations sérieuses qui font des recherches derrière et qui ne laissent pas paraître n'importe quoi. Maintenant, c'est vrai que des cas que même en Alsace, que nous avons enquêté, sur lesquels nous avons fait des recherches, on les trouve ailleurs sans l'explication que nous a trouvée. Parce que très souvent, il faut dire aussi que le témoin, quand on lui dit, pas très souvent, mais quand même ça arrive,
Le témoin, quand il dit, ben oui, vous avez vu ça et ça dans le ciel, le témoin ne veut pas le savoir. Et donc, pour lui, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, des débunkers. Des gens qui cherchent un peu trop loin, qui identifient trop. Quelle est votre approche de l'ufologie? Alors moi, l'approche de l'ufologie, je dirais que c'est une approche, je vais prendre un grand mot, scientifique. Nous ne sommes pas des scientifiques, naturellement, donc c'est pour ça que je dis que je prends un grand mot pour nous. Moi, j'appelle scientifique, c'est faire des recherches. Éliminer tout ce qui peut être éliminé. L'aéronautique, météorologie, astronomie. Toutes ces choses-là, nous, on peut l'éliminer facilement. Ensuite, ces 3 cas nous donnent pratiquement 80% d'identification. Après, il y a quelques petits cas exceptionnels de choses qu'on ne connaît pas. Et disons que la science va découvrir peut-être dans les années à venir, mais ça nous est déjà arrivé que la science a découvert des choses entre-temps et puis qu'on a dit, bah, tiens, le phénomène qu'on avait à cette époque-là, on ne connaissait pas ça. Et c'est des choses qui nous sont déjà arrivées aussi. Donc voilà un peu comment moi je vois le phénomène. Il faut enquêter dessus, il faut rester scientifique, il faut éliminer les choses qui sont éliminables par nos moyens. Ce que j'aimerais bien en ufologie, c'est qu'une fois qu'on a fait ce boulot de base de nettoyer, et que ce qui reste, que ce soit vraiment des scientifiques qui le prennent en main, parce qu'eux, ils auront plus de moyens de rechercher. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'existe pas actuellement, et qui, disons, donne encore un peu froid aux scientifiques de dire je vais chercher sur quelque chose de ce genre-là. Pourquoi? Parce qu'on y met toujours derrière les extraterrestres. Ce qui, pour ma part, n'est pas éventuellement le cas pour tout. C'est possible, mais pour le moment, comme je dis, j'aime bien le dire ça, je travaille à France Télécom, j'ai pas leur numéro de téléphone. Pouvez-vous nous parler de vos enquêtes au sein de SOS OVNI? Est-ce qu'il y en a qui vous ont le plus marqué? Alors, naturellement, il y a des enquêtes qui nous ont énormément marqué. Entre autres, on a eu le cas de Fessenheim. Fessenheim-le-Bas, naturellement, pas Fessenheim là où se trouve la centrale nucléaire. Hein. Ça se trouve près de Marlenheim, à la hauteur de Strasbourg. Il y a des cas comme ça. Il y a le cas du fameux triangle qui a traversé Strasbourg. On a essayé de refaire une enquête, mais ça déjà à l'époque de OVNI Nord-Alsace, donc à l'époque on était Lumière dans la nuit, sur le champ du feu. Mais bon, on a abandonné cette enquête. Pourquoi? Parce que les témoins ne voulaient plus en parler. Donc on a quand même étudié certains cas très intéressants sur l'Alsace. Alors, disons, je dirais que le cas qui nous a un peu le plus frappé, mais là nous venions tout juste de devenir l'association SPICA, c'était le fameux triangle qui a traversé Strasbourg. Alors pourquoi ce cas-là était très intéressant? Au simple fait qu'on a eu un témoignage d'une personne au centre-ville qui nous signale un triangle, un gros triangle qui est passé au-dessus de sa maison, que tous les objets, les bibelots et tout ça tremblaient. Ce qui nous a un peu étonné de ce bruit de ronflement très fort. Et donc, on a fait un appel à témoins. Et on a pu retracer tout le trajet de l'entrée de Strasbourg, donc à Haute-Pierre, jusqu'à Erstein de ce phénomène, avec plus de 30 témoins qui l'ont vu d'en dessous, qui l'ont vu de côté, et donc on a pu faire des triangulations, de savoir que ce phénomène volait très bas, et donc on a pu estimer quand même les dimensions de ce phénomène qui faisait une envergure de plus de 100 mètres. Mais il n'y a pas eu d'explication. Il n'y a pas eu d'explication. Par contre, en disant qu'avec le bruit et tout ce qui s'ensuit, on a comparé ça avec des informations qui sont encore, je dirais, entre guillemets, secrètes, hein,
mais qu'on trouve sur Internet, c'est le fameux TR-3B. Le fameux avion américain. Donc, bon, on a pensé que le TR-3B, je ne veux pas dire que le TR-3B il vient en France, il traverse la France, il traverse l'Europe, parce que déplacer un avion comme ça pour aller le mettre en Europe et puis le voir à tout bout de champ, une fois à Lyon, une fois à Lille, une fois à Strasbourg, et puis ainsi de suite, je ne pense pas que c'est l'appareil américain. Mais bon, je dirais que la recherche européenne, française et européenne, n'est pas plus bête que la recherche américaine. Et donc je pense qu'on doit avoir éventuellement quelque chose qui doit être du même genre. Pouvez-vous nous parler du cas de Fessenheim en 1970? Alors le cas de Fessenheim en 1970, c'est un cas qu'on a repris à l'époque quand on était au OVNI Nord-Alsace, parce que c'est un cas qui nous a troublés. Troublés dans le sens du témoignage de ce couple qui a cru que ce phénomène allait percuter leur voiture. Et donc, c'est des gens qui, la nuit, ne voulaient plus passer à cet endroit-là, par là, tellement ils avaient peur. Et donc nous avons repris cette enquête en 1985, donc 15 ans pratiquement après. On est allé revoir les témoins. Les témoins nous ont raconté exactement la même chose qu'ils avaient dit à l'époque à l'enquêteur de Lumière dans la nuit. Ça n'avait pas bougé d'un iota. Donc on a quand même essayé de rechercher qu'est-ce qui aurait pu provoquer ce phénomène-là. Nous avons fait des essais avec des projecteurs. On a fait des essais pour voir si ce n'était pas des cristaux de glace qui pouvaient être sur des câbles électriques qui passaient à cette époque-là-bas. Et maintenant, il y en a encore plus, des câbles électriques, parce qu'il y a un transformateur qui a été mis en place. Mais donc on a fait plein de recherches comme ça. Et on avait confirmé, après nos recherches, que rien ne pouvait expliquer. On a encore eu la chance qu'à ce moment-là, sur la petite route, il y a un gros camion qui est passé avec sa rampe lumineuse de six projecteurs là au-dessus sur le toit. Et en fin de compte, on n'a rien remarqué qui pouvait expliquer ce truc lumineux. Et par contre, ce qu'on a trouvé sur ce cas-là, c'est que de nombreuses personnes ont signalé des phénomènes identiques à Marlenheim. Donc Marlenheim se trouve à vol d'oiseau à 4-5 km de Fessenheim-le-Bas. Et ce qui était bizarre, c'est que c'était vu à Marlenheim et que ça se dirigeait toujours dans la direction de Fessenheim-le-Bas. Et que ça passait entre Fessenheim et Nordheim. C'est-à-dire que ça correspondait exactement à ce qu'avaient décrit les témoins. Alors c'était quand même assez bizarre, on a quelque chose dans les 6 témoins, un 6e témoignage, mais bon, on n'a pas beaucoup d'informations, mais 5 témoignages quand même qui nous indiquaient ça. Alors on n'avait pas les dates précises et tout ça. Et à un moment donné, il y a eu donc une explication météorologique qui a été donnée par le fait du vortex plasmatique. Donc ce fameux vortex qui s'ionise avec l'air et qui devient lumineux. Et qu'il se déplace autour de vallons, et ça dans des conditions d'une chute de température rapide, donc qui se provoque très souvent en hiver quand le ciel se dégage. Ce qui était le cas de Fessenheim-le-Bas. Et comme d'autres personnes nous ont signalé ce truc, on pense aujourd'hui que c'était donc cette explication-là qui pouvait provoquer ce phénomène-là. Voilà, donc c'était... mais bon, c'est seulement 10 ans après l'enquête, donc en 2002, que c'est sorti, 2002-2003, que je suis allé revoir les témoins qui vivaient encore, et à qui on a pu dire, ben maintenant on a l'explication. Mais les gens ont quand même vécu 25 ans sans avoir d'explication de ce qu'ils avaient observé. Et il y en a beaucoup qui attendent encore. Et il y en a beaucoup qui attendent encore. Mais bon, notre science avance. Et je reprendrai tout simplement je ne sais plus quel grand scientifique a dit ça, que notre science actuelle c'est un grain de sable sur une plage.
Donc on a encore toute une plage à découvrir. Et là-dedans, on découvrira peut-être encore certaines choses qui étaient des ovnis qui n'en sont plus à ce moment-là. Voilà pourquoi je reste toujours du côté un peu de la science, du côté scientifique. Pourquoi avez-vous créé l'association SPICA? Alors pourquoi on a créé l'association SPICA? Comme je l'ai dit auparavant, on était à SOS OVNI. SOS OVNI avait des problèmes financiers dus à sa revue. Et à un moment donné, on a dit, bon, là c'est en train de tomber complètement, l'association SOS OVNI va péricliter. On était un groupe de 8 copains qui faisaient des enquêtes. On avait déjà, je dirais, un peu de la bidoche dans l'ufologie. Le fait d'arrêter le tout, c'est parfois aussi le fait de ne plus revoir les copains. Le fait d'être dans une association, on se voit quand même assez souvent. On fait des sorties ensemble, on fait une fois chez l'un, une fois chez l'autre. On se rencontre et tout ce qui s'ensuit. Et ça, on ne voulait pas le perdre. Et on ne voulait pas non plus perdre toute la recherche qu'on avait faite, tout ce qu'on avait déjà trouvé, identifié, recherché, toute l'expérience quand même qu'on avait au fil de ces années. Et donc on a voulu continuer, puis c'est là qu'on a décidé donc de créer notre association SPICA, Sciences et Phénomènes Insolites du Ciel et de l'Aéronautique. Alors on voulait trouver un nom qui n'avait plus d'OVNI dedans, parce que justement le problème de ce qu'on disait avant, du mot OVNI égale extraterrestre. Et pour montrer un peu également le fait que nous on voulait quelque chose qui est plus du côté un peu scientifique, plus du côté de la recherche, pas de chercher des extraterrestres, mais d'essayer d'identifier les choses qu'observent les gens, et qui très souvent, je dirais, on a déjà plusieurs fois de phénomènes qu'on a identifiés et puis qu'on a dit après aux gens, les gens étaient contents. Je dirais presque que ça rentre presque dans la médecine psychologique, d'aider les gens à trouver une identification à quelque chose qu'ils observent et qui leur ont fait peur, sur le coup. Et donc, SPICA, comme on était également 3 personnes qui faisaient de l'astronomie amateur, il y avait une personne qui s'intéressait beaucoup à l'aéronautique. Donc on a dit pourquoi ne pas intégrer ça, parce que en fin de compte, un phénomène OVNI est signalé, ou un phénomène aérospatial non identifié. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? En premier, on regarde la météo, on regarde l'astronomie et on regarde l'aéronautique. Ces 3 choses, c'est les choses principales, les premières des choses qu'on peut rechercher facilement et qu'il faut rechercher quand on a un phénomène qui est signalé. Donc en fin de compte, pourquoi ne pas l'intégrer dans une association? Et voilà pourquoi notre association a mis un peu ses activités satellites autour de l'ufologie. Et donc notre association existe depuis mars 2001. Alors le but de l'association SPICA, c'est tout simplement de rechercher, quand un phénomène est observé, de rechercher quel était le phénomène, d'identifier ce que la personne a vu. Ensuite, c'est naturellement de créer le dossier, de cataloguer, soit un OVI, objet volant identifié, ou alors on le laisse en OVNI, objet volant non identifié. Et ensuite, quand on a dépassé les possibilités, quand on est arrivé au bord des possibilités que nous avons pour enquêter, on ne peut pas faire plus. Tant qu'on a. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que très souvent, un cas en appelle un autre. C'est pour ça que nous sommes en train de créer notre base de données avec des informations dedans, qu'on puisse les comparer. Par exemple, je prends un exemple tout bête, une boule rouge. On va pouvoir sortir tous les cas de boules rouges qu'il y a eu, voir s'il y a des rapprochements qui peuvent se faire. Peut-être qu'il y en a un qui a été identifié, et peut-être ça peut correspondre à celui-là qui... Donc, en fin de compte, c'est de rechercher et d'essayer d'identifier le phénomène pour ne conserver,
en non identifié que des choses qui sont non identifiables par nous. Quelles sont les actions avez-vous, enfin les événements, vous faites des sorties, des rencontres ou autres? Alors, donc au départ, au début à l'époque de SOS OVNI et puis début de Spica, nous avons fait des soirées d'observation du ciel, où justement on avait donc une tente, des tentes ou des salles, où il y avait l'exposition ufologique dedans, mais en même temps on faisait observation du ciel avec des télescopes et on faisait de l'astronomie avec les gens. Et ça, c'était très apprécié. Par contre, c'est quelque chose qui se prépare de longs mois avant. La date doit être prévue. Et dans les quatre dernières années qu'on avait fait ces soirées-là, eh ben, on avait chaque fois du mauvais temps. Et donc, en fin de compte, l'association dépensait premièrement de l'énergie, hein, parce que quand on fait quelque chose dans ce genre-là, le vendredi et le samedi soir, parce que c'est les deux soirées qu'on peut faire, quand on met quelque chose de ce genre-là en place, c'est du gros boulot. Donc on préparait ça le vendredi, on passait la nuit de vendredi à samedi dehors parce qu'on avait du monde. Le samedi à dimanche, on remettait le site en place, le samedi. La nuit de samedi à dimanche, on avait de nouveau du monde. Et donc le dimanche, on pouvait tout ranger. Alors ça, c'est un boulot monstre. Et quand vous faites un boulot comme ça avec vos membres, et qu'en fin de compte, vous avez la météo qui joue le mauvais jeu, premièrement, les gens sont épuisés pour rien, ça n'a rien ramené à l'association, et financièrement, ça a coûté beaucoup. Donc ça fait qu'on a eu plusieurs soirées où on a terminé avec un déficit, voire avec tout juste du zéro, quoi. Donc on a abandonné parce que le temps trop aléatoire en Alsace, c'est pas évident de préparer quelque chose, ou alors avoir la possibilité de dire bah, tiens maintenant samedi on le fait, mais alors il n'y a pas d'information, parce que là aussi l'information il faut la donner au moins 15 jours avant, donc en fin de compte organiser quelque chose pour avoir personne. Non. Alors ce qu'on fait maintenant, c'est je dirais des petites soirées privées. Il y a des gens, tiens j'ai envie de faire un peu d'astronomie. Ah bon, on fait ça en privé avec une quinzaine de personnes qui viennent, on est 2-3 de l'association avec nos télescopes, ça vient avec les parents, les enfants et tout ça. On fait une petite soirée comme ça. Mais on ne fait plus de grandes soirées publiques parce que ça coûte trop cher à l'association. Et l'argent étant le nerf de la guerre, l'association en a besoin aussi. Et comme aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont plutôt anti-cotisation, anti de ces choses-là, bah, les associations ont parfois des difficultés de vivre. Et pourtant, bah, on est bien obligé d'avoir des assurances et tout ce qui s'ensuit. Et ça coûte. Et cela ne le font pas gratuitement. Donc voilà un peu ce qu'on a organisé. On a fait des fêtes de la science, on a fait des choses comme ça. Donc là maintenant, bon, c'est lundi soir, il y a la réunion, donc c'est le Jean-Jacques de Hegenem qui s'occupe de ça. Il y a normalement, au mois d'octobre, chez eux, une grande fête dans le village, des artistes du village. Mais bon, ça regroupe un peu le tout. Puis éventuellement, on mettra là-bas l'exposition ufologique. Peut-être un peu d'astronomie, bon, on permettra également à un magasin d'astronomie de Saint-Louis de mettre ses télescopes et tout ce qui s'ensuit pour lui faire un peu de réclame. Il nous prête du matériel, ça permet d'égayer un peu l'exposition. On va voir, normalement, je ne pense pas qu'il dise non, il nous a déjà dit oui s'il est libre. C'est Christian Valentin qui viendra avec son livre pour le dédicacer. Hein, bon, on verra, je vais voir avec le GRPA s'ils veulent bien faire avec. Donc là, il faut encore que je téléphone au président pour voir ça. Donc, on fait des petites choses comme ça. Mais il n'y aura pas d'observation du ciel spécifiquement. Mais il n'y a pas de gain non plus. Hein, donc, c'est les gens qui vont se déplacer gratuitement.
on va emmener les expos là-bas, on va les monter, on va rester là-bas, puis ça ramène 0 € à l'association. Voilà. Parce que même aujourd'hui, des conférences et des choses comme ça, on ne peut plus en faire, parce qu'on ne veut même plus nous donner quelque chose pour une conférence. Voilà. Il y a des associations, il faut payer, qui veulent une conférence, il faut payer un droit d'entrée, mais quand nous on demande 80 €, ah non, ça ne va pas. Ah bon, je dis, je ne vais pas non plus user les bonhommes de l'association pour faire des choses qui ne rapportent rien à l'association. C'est dur. Qu'est-ce qui manque à Spica actuellement? Des jeunes? Alors là, Spica, ce qui manque, oui, c'est des jeunes. Des jeunes qui ont envie de faire quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a les enquêtes. Il y a peut-être avec des jeunes, il y a des nouvelles idées qui viennent. Hein. Nous, on a tous entre 50 et 60 ans. On a nos idées à nous, mais aujourd'hui, les idées se développent. Avoir Internet et tout ce qui s'ensuit, comment réagissent les jeunes face à ça, je crois que des idées nouvelles, des idées de jeunesse permettraient peut-être des développements, ça pas seulement de l'association Spica, mais de toutes les associations, quelles qu'elles soient. Non, là, bon, maintenant, on ne la fait plus, quand c'était notre revue. Est-ce que vous êtes allé aux rencontres ufologiques de Châlons-en-Champagne J'y en étais. 2005? J'y étais et je peux même vous dire que longtemps avant, j'ai travaillé avec les gens de là-bas pour organiser ça. Parce que parce que maintenant il est un peu perdu avec Alain Blanchard. C'était un très très bon ami. J'ai couché déjà plusieurs fois chez lui, on se rencontrait avec ses amis, ses enfants, ma femme et tout. C'est moi qui ai ramené les Allemands également là-bas. Hein, donc ça c'est également un autre truc de notre association, c'est-à-dire de faire le lien entre l'Allemagne et la France. Nous allons régulièrement, je ne vais pas dire tous les ans, mais bon, moi tous les 2 ans, on va, quand les Allemands se rencontrent, on va chez les Allemands. Parce qu'on a cette facilité de nos 2 langues en Alsace. Quoi, hein. Donc, tout le truc qui était fait médiatique en Allemagne, donc il y avait une société qui était là, qui a tout filmé, qui a fait des interviews et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est par notre intermédiaire qu'ils étaient venus, par l'intermédiaire des copains allemands qui nous l'ont envoyé, et puis on avait fait des réunions auparavant pour savoir comment on pouvait faire tout ça. Donc j'y étais. Participez-vous aux opérations sur ICAT? Nous participons aux opérations sur ICAT individuellement. On ne va pas se réunir pour ça. Donc chaque membre de l'association s'inscrit avec l'endroit sur lequel il va faire son observation. La plupart du temps c'est chez lui à la maison, hein, ou dans les environs de chez lui. Donc pour Spica, il y a Jean-Jacques qui le fait à Egenheim, Jean-Paul qui le fait à Colmar, Dominique qui le fait à Echstein, moi je le fais ici à Odratzheim, Christian qui l'a déjà fait mais donc à Phalsbourg. Donc, bon, parce que c'est pas la peine qu'on se retrouve à 10 sur le même site. Au contraire, c'est intéressant, on répartit également au niveau de notre association les observations. Donc on a participé déjà, Jean-Jacques plus souvent, Jean-Paul aussi. Moi j'ai fait une fois. Bon, malheureusement je suis encore très pris parce que également dans d'autres associations de village et tout ça. Voilà, donc mais nous sommes là.
Et puis on a un questionnaire qu'on envoie aux gens, et on attend qu'ils nous le retournent. Oui, ben nous on a utilisé le questionnaire de lumière dans la nuit, qu'on a amélioré. On a également amélioré, je ne sais pas, vous devez le connaître certainement, celui-là. Oui. Donc en fin de compte, ça c'est ça qui existait de lumière dans la nuit. Nous on a fait ça en plus. Parce que en fin de compte, il n'existait que ça. On le présentait aux gens. Bon, la grosseur doit se trouver là-dedans. Parce qu'il me présente ça. Tandis que là, on lui présente ça. Est-ce que c'était plus petit? Est-ce que c'était entre les deux? Ou est-ce que c'était plus grand? Si c'est plus petit, c'est celui-là. Si c'est entre les deux, c'est celui-là. Si c'est plus grand, c'est celui-là. Et c'est beaucoup plus objectif. Parce que j'ai remarqué... Combien de fois, au début, qu'on n'avait que le truc de lumière dans la nuit, qui était un très bon truc, c'était un très bon outil. J'ai eu des témoins qui m'ont dit, oui, mais si vous me présentez ça, ça doit être ça. Mais vous savez, ça doit être là-dedans, mais moi, vous voyez, je pensais que c'était plus gros. Et en fin de compte, ouais, ça peut être plus gros. Mais les gens se disent, non, s'ils présentent ça, ça ne peut pas être plus gros. On restreint tout de suite le truc de la personne, quoi. Et je peux vous dire que dans une enquête, il y a des gens qui m'ont décrit le phénomène comme ça, d'accord, et d'autres qui m'ont décrit comme ça. Mais quand je leur demande la lune, il y en a qui m'ont donné le 6 ou le 7, mais il y en a qui m'ont donné... Et quand je fais la règle de 3, là, la personne a vu la lune 40 fois plus grosse qu'elle ne l'est. Son phénomène, je le diminue de 40 fois. Vous rigolez? Mais je trouve à 1 ou 2 mm de différence après. Et pourquoi? C'est tout simplement comment notre cerveau retient les choses. C'est un truc tout bête, mais... Ouais, la perception du phénomène La perception du phénomène est différente par chaque personne. Sans parler de ceux qui, naturellement, viennent de sortir du bar, quoi. Pouvez-vous nous faire part d'enquêtes au sein de Spica? Alors, au sein de Spica, des enquêtes, comme j'avais dit, le fameux triangle qui a traversé Strasbourg. On a eu des cas donc dans le nord de l'Alsace d'un phénomène assez insolite qui a traversé le ciel et qui, d'après certaines informations, aurait même affecté la base de Drarenbronn par une coupure de courant. Bon, je mets entre guillemets parce que je n'avais pas la certitude par la base même. Donc des cas de ce type-là, beaucoup de cas de rentrée atmosphérique qu'on a eu, beaucoup de cas naturellement de ballons, donc les fameuses lanternes thaïlandaises, des ballons également, des ballons à air chaud, voilà. Entre autres, on a eu le cas d'un ballon, c'est pas possible qu'il soit à cet endroit-là. Bon, le témoin avait fait des photos. J'ai reporté ça sur une carte. J'ai dit, c'est pas possible, il est juste dans l'axe de l'aéroport de Strasbourg. Et quand j'ai téléphoné à l'aéroport de Strasbourg, il m'a dit, ah ouais, on l'engueule souvent parce que il est obligé de faire que les avions le contournent, des choses comme ça, parce que... Et bon, j'ai appris par là aussi que, bon, il a peut rien, il est emporté par les vents, il peut pas se diriger, lui. Donc... vous voyez, bon, des petits trucs comme ça qui sont assez marrants. Comment était le lundi 5 novembre 90 en Alsace? Alors, le 5 novembre 90 en Alsace, j'étais malade. J'étais malade avec une bonne grippe à la maison. Et donc, 2-3 minutes après le passage du phénomène, j'ai eu le premier appel d'une observation qu'une personne avait faite à Molsheim et qui était un ami à moi.
Et en fin de compte, dans la soirée, j'ai compté quelque chose dans les 80 appels. Même que mon épouse a dit maintenant, tu décroches le téléphone et tu viens manger. Et en fin de compte, on a eu plus de 300 témoignages en l'espace de 3 jours. Alors, le phénomène, nous l'avons, naturellement, nous avons pris toutes les données téléphoniquement. On est allé voir peut-être 4-5 témoins, mais on ne pouvait pas aller voir les 300 parce que sinon on travaillerait encore aujourd'hui dessus. J'ai téléphoné aux copains le soir, il leur a dit, tiens, il y a déjà une dizaine d'appels. On a dit, tiens, on va tout de suite, parce que s'il y en a plus, on ne va pas s'en sortir. On a tout de suite posé des questions très précises. Hein, d'habitude, bon, tu vois un phénomène, on lui parle un peu, on voit ce qu'il a vu, et on prend un rendez-vous pour le rencontrer. Là, c'était plus possible. Donc, on a posé des questions complémentaires au téléphone, des questions d'ordre d'altitude, de point de vue, le phénomène venait d'où, ça venait de quel côté, de quel au-dessus, c'est passé au-dessus de quel village, ça s'est éloigné au-dessus de quel village, si la personne, on n'a pas toujours une boussole en main, naturellement, donc on savait le point de la personne, on savait quel village allait traverser avant, vers quel village ça s'est dirigé, donc on pouvait tracer une ligne. Et en fin de compte, ensuite, donc 3-4 jours après, Dominique est venu, on a installé une grande carte sur la table, sur une planche. On a mis tous les points de témoignage en tirant des fils. Et on avait une ligne qui se faisait. Et on a pu dire que tous ont observé le même phénomène. À part 4 ou 5 témoignages qui ne correspondaient pas du tout. Alors, comme on sait aujourd'hui que ce phénomène de la rentrée atmosphérique du 5 novembre 90, il y avait ce phénomène de rentrée, mais il y avait des choses qui étaient à côté. Je connais le cas, par exemple, en Lorraine, où la dame, elle observait la rentrée triangulaire de la rentrée atmosphérique, et puis à la petite fille, maman, c'est quoi cette boule derrière avec des lumières? Bon, ça c'est un cas. J'ai le cas de trucs dans le sud de l'Alsace où la personne a vu quelque chose qui allait dans un sens différent. Et ça ressemblait à l'arrière d'une ancienne voiture avec les trucs en pointe et puis tout ce qui s'ensuit. Bon. Il y a plein de choses comme ça qui se trouvaient à côté. Alors, quand je vois actuellement un peu la bagarre du 5 novembre 90 où il y en a qui sont pour la rentrée atmosphérique et d'autres disent non, c'était pas une rentrée atmosphérique, il faudrait savoir si on parle exactement de quoi on parle. Parce que, d'après moi, il y a eu la rentrée qui était la majorité des gens, et il y a eu quelques cas annexes à côté qui étaient peut-être autre chose. Mais qui en fin de compte ont été noyés dans le 5 novembre 90 et qui en fin de compte, dans cette noyade-là, voilà un peu mon point de vue. Comment est le phénomène OVNI en Alsace? La plupart, ce sont des observations assez lointaines. On avait dans le temps des observations rapprochées. Bon, j'ai connaissance de 2 enlèvements en Alsace. Un dont on n'a pas retrouvé le témoin, donc on n'a pas pu enquêter. Un autre qu'on a enquêté, mais qui est un cas un peu de... disons plutôt sujet un peu faible psychologiquement, et qui voit des petits extraterrestres partout et qui se fait enlever même par un ovni avec une rampe bleu, blanc, rouge, très patriotique. Oui. C'était pas le 14 juillet Non, c'était pas le 14 juillet, mais non. Donc, voilà, on a plus de phénomènes qui sont des phénomènes vus de pas trop près.
Quelques cas qu'on connaît, par exemple de la Lorraine, avec des traces au sol, mais qui sont pas vraiment flagrants, parce que pas vraiment vu d'objet au sol et tout ce qui s'ensuit. On a le cas également là près de Bouxwiller où, soi-disant, il y avait l'atterrissage d'un ovni parce qu'il y avait une trace circulaire rougeâtre dans un champ. Mais en fin de compte, très vite identifié, parce que quand on a vu le paysan, on lui a posé la question. Il a dit ouais, c'est un drôle d'ovni, il doit être dans le sol, chaque fois je l'accroche. En fin de compte, c'est un rocher de grès qu'il accroche avec la charrue, avec les socs. Et donc, naturellement, ça casse toujours un peu de trucs, ça devient poudreux, et donc ça fait une tache rougeâtre à cet endroit-là. Donc voilà, on n'a pas vraiment des très très grands cas, comme il y en a, Trans en Provence, des choses comme ça, quoi. Et là aussi, je pense que ça diminue un peu partout en France. Moi, je dirais que chez nous, c'est beaucoup plus à la campagne. Pourquoi? Parce que les gens sont dehors. Ils profitent de l'extérieur, et puis donc il y a des choses qui vont les interpeller, je dirais. C'est pas plus au-dessus des montagnes. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, parfois on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de phénomènes dans le sud de la France que par exemple chez nous en Alsace. C'est peut-être vrai. Pourquoi? Parce que nous en Alsace, fin septembre, on mange dedans. Tandis que dans le sud, les gens sont encore assis sur leur terrasse et mangent dehors. Donc, il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais je ne pense pas qu'il y ait plus de phénomènes observables en Alsace que dans le sud de la France, que dans Bretagne ou n'importe. Maintenant, naturellement, la météo va jouer. Avec un ciel qui est beaucoup plus souvent dégagé dans le sud de la France par rapport à l'Alsace ou au nord, c'est logique qu'on verra plus de choses. Alors maintenant, naturellement, si c'est des ballons, si c'est des avions, ça va être en dessous de la couche nuageuse, donc ça ne me gênera pas trop. Mais il n'y a pas plus d'observations en Alsace qu'en Allemagne. C'est pareil, on va dire. C'est pareil. Sauf que en Allemagne, c'est signalé beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que la police en Allemagne, quand une personne vient pour dire qu'elle a observé un phénomène, elle renvoie les gens sur une association, qui est une association nationale avec laquelle nous sommes d'ailleurs en relation. Et donc, les cas remontent plus facilement à l'association. Tandis que chez nous, même si quelqu'un le signe à la gendarmerie ouvre un dossier, c'est envoyé naturellement nos chers amis du CEPRA, du GEPAN maintenant, et puis ainsi de suite. Donc, ça ne remonte pas à l'association. Et très souvent, je trouve que en Allemagne, on a moins dénigré les gens, on dénigre moins les gens qui ont observé quelque chose d'insolite par rapport à chez nous en France. En France, quand une personne dit tiens, j'ai vu quelque chose de bizarre, ah, t'as vu des petits extraterrestres, combien que t'avais vu? Hein? Donc, et ça, c'est moins le cas en Allemagne. Ouais, voilà. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Quelles méprises font le plus souvent les témoins? Alors, le plus souvent, les méprises, aujourd'hui, ce sont les lanternes thaïlandaises. Ça, c'est une vraie, je dirais, une vraie plaie au niveau de l'ufologie. Parce que, pratiquement, passe pas un mois sans qu'on ait signalé 2-3 lanternes thaïlandaises quelque part. Même appelé par... j'ai déjà été appelé par France Bleu Alsace, parce que des choses ont été vues qui ressemblaient à des lanternes thaïlandaises. Bon, on me l'avait appelé, on m'a dit tiens, il y a ça et ça qui a été vu. J'ai pris quelques informations, j'ai recherché.
Et en fin de compte, c'était des villages qui faisaient des fêtes. Et entre autres, une fois, Mont-Sulaire, 100 lanternes thaïlandaises qu'ils ont lancées. Alors, actuellement, il y a même les pompiers qui ont été appelés parce que les gens, ça les a surpris de voir toutes ces lanternes dans le ciel. Ils pensaient que c'était des braises venant d'un grand incendie de forêt ou n'importe. Bon, mais ça, c'est aujourd'hui le cas le plus fréquent. Ensuite, ce qu'on a eu beaucoup, ça c'est suivant les années, c'est les rentrées atmosphériques. Alors ça, c'est énorme, mais c'est suivant des années. Il y a certaines années, on en a pratiquement en rentrée atmosphérique, on en a tous les 15 jours, et puis il y a des années, on n'a rien du tout. Alors bon, ça, c'est les alinéas de l'endroit où nous nous trouvons avec notre planète et de ce qui se passe sur notre circuit autour du Soleil. Ensuite, après, ben, c'est les avions. C'est les avions qui sont, disons, les cas suivants. Puis après, très souvent, ce sont des reflets. Ce sont comment dire, des lumières qui se baladent quelque part sur une colline et qui sont pris par des gens pour des ovnis. Les phares de voiture aussi. Les feux de voiture. Enfin, ça arrive souvent, là par exemple, quand on regarde, il y a beaucoup de gens qui vont en haut du Charar ou bien en haut à l'émetteur de Nordheim, et puis bon, bah, ils vont disons, voir la nature la nuit. Et puis bon, bah, il y a des lumières qui se baladent, quoi. Et avec ISS? Ah, l'ISS aussi est naturellement quelque chose. Mais je trouve que dans les derniers temps, on a l'impression que les gens sont un peu plus au courant de ça. Et les iridiums aussi. Et les iridiums, mais au début des iridiums, on avait énormément d'observations de ce phénomène-là. Des gens qui le signalaient comme un ovni, donc un flash lumineux dans le ciel. Mais je trouve qu'actuellement, c'est quand même quelque chose qui ne vient pas souvent en tant que signalisation. Et aussi les satellites à éclipse. Oui, mais bon, ça, moi. Et quelque chose, mais là, il faut avoir un bon ciel pour le voir, c'est les satellites NOS, qui volent en 3. Qui volent en triangle, qui volent en forme triangulaire. On a eu 2-3 cas qui nous ont été signalés au fil des années, mais c'est pas quelque chose de très courant. Bon, il faut dire aussi que nous, on habite une région où le ciel n'est pas aussi dégagé, par exemple, que dans le sud de la France. Ça dépend. Oui, ça dépend des années aussi. Oui. Vous en avez pris aussi cette année. Voilà, donc ça c'est un peu les... Bon, actuellement il y a plein d'autres choses. Nous avons eu beaucoup de signalisation de Mars, à l'époque où le rapprochement était le plus près, et où les gens nous ont signalé Mars comme un phénomène. Naturellement, Vénus a eu également beaucoup de gloire dans l'ufologie. Jupiter et Saturne, naturellement. Bon. Il suffit qu'il y ait encore une conjonction de plusieurs, que ça fait un peu d'effet. Donc, voilà. Je sais qu'en Allemagne, longtemps avant les lanternes thaïlandaises, ils avaient le problème avec un jouet, qui était un ballon à air chaud. Donc c'était, en fin de compte, comme une lanterne thaïlandaise, mais c'était comme un ballon, avec une petite nacelle en dessous, où on mettait un truc avec la base d'alcool, et donc on allumait ça, et le ballon volait pendant une vingtaine de minutes. Et je peux vous dire qu'on a fait, quand on rencontrait nos copains allemands, ils aimaient bien faire la soirée, la terminer en lançant des ballons comme ça. Et c'est vraiment très surprenant. Parce que, en tant qu'ufologue, on a analysé un peu comment se déplaçaient ces ballons. Mais on a retrouvé le carré de Pégase. 2 minutes après, on avait Cassiopée dans le ciel. Mais bon, qui n'était pas Cassiopée, qui était nos ballons. 2 minutes après, il y avait une toute autre forme dans le ciel.
On avait une forme ovale, mais les ballons se sont mis en ovale. Donc facile à prendre, tu vois, c'était un engin ovale avec des lumières tout autour. Et ça, avec les mêmes ballons lancés au même moment. Donc les vents vont emmener ces ballons n'importe comment. Alors quand on me dit, ah oui, mais s'il y avait 10 ballons, ils volaient tous de la même façon. Non. Et il y a toujours le problème du ballon qui monte un peu plus haut, où c'est plus chaud, le ballon qui est un peu en dessous, qui trouve d'autres vents et tout ce qui s'ensuit. On a même une fois lancé des ballons. Bon, c'est dans la forêt noire. Hein. Et les ballons sont montés et ils sont partis donc vers la droite. Il y en a un qui est monté, puis tout à coup, l'autre il partait vers la droite, l'autre partait vers la gauche. Donc ils ont trouvé deux courants, dans des courants ascendants différents, et qui les emmenaient avec des courants différents, dans différentes directions. Donc, ça c'est très intéressant à faire quelque chose dans ce genre-là, pour comprendre après, quand on a un phénomène qui est signalé, pour comprendre que non, des ballons peuvent faire ça. Quand on dit un ballon, quand on lance un ballon, ils vont tous au même endroit. Non, ils ne vont pas tous au même endroit. Ils ont naturellement le courant principal, mais ensuite il y a des courants ascendants qui vont jouer suivant qu'on a des ballons, suivant qu'on a des montagnes, suivant qu'on a des choses comme ça. Alors, question assez difficile, hein. Que pensez-vous de l'ufologie française actuelle? Allez, je vais le dire, je suis déçu. Je suis déçu parce que c'est pas l'ufologie que j'ai connue, que j'ai commencé. Aujourd'hui, il y en avait déjà dans le temps, mais aujourd'hui, c'est vraiment des combats de coqs. Je pense que les moyens de communication que nous avons aujourd'hui le favorisent aussi, c'est Internet. Internet qui est également un point négatif pour tout ce qui est les enquêtes. Parce que les gens qui voient quelque chose aujourd'hui vous mettent un mail dans votre boîte avec j'ai vu ça, 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 à telle heure, à tel endroit. Parfois il n'y a même pas l'heure, parfois il n'y a même pas l'endroit. Quand vous le recontactez la personne, il n'y a plus personne au bout. Le courriel revient, n'existe pas, l'adresse n'existe pas. Mais pourtant vous faites simplement répondre. Donc, les gens qui envoient des mauvaises adresses pour ne pas être embêtés par après. Alors il y a des gens qui écrivent des choses vraiment formidables, qui seraient enquêtées, mais est-ce qu'elles sont véridiques si on ne peut pas répondre à la personne après? Donc il y a certaines associations qui prennent ça pour content et puis qui le mettent en tant qu'observation. Moi je suis désolé, pour moi c'est pas une observation. Et donc, l'ufologie aujourd'hui, il est devenu un peu, je dirais n'importe quoi, parce qu'on prend n'importe quoi sans avoir contrôlé. Autre problème, c'est le problème du contrôle. Dans le temps, les gens travaillaient 45 heures, 40 heures, et ils avaient le temps de faire l'associatif. Pardon. Et aujourd'hui, travaillent moins d'heures et ils n'ont pas le temps de faire l'associatif. Pourquoi? Parce qu'en travaillant moins d'heures, ils rentrent peut-être plus crevés et le soir, ils n'ont plus envie de faire quelque chose, autre chose que de se coucher peut-être dans un fauteuil et de regarder une émission à la télé où ils n'ont pas besoin de réfléchir. Moi je trouve que c'est la vie qui a changé et qui a changé l'ufologie. Hein. C'est pas l'ufologie qui a changé à elle-même, il y a tout un environnement qui le fait changer. Mais je trouve qu'aujourd'hui les combats de coqs sont un peu plus, comment dire, plus faciles. Dans le temps, on discutait avec une personne, on n'était pas d'accord avec lui, on lui disait « je suis pas d'accord avec toi, écoute, bon. » Aujourd'hui, sur Internet, c'est facile d'écrire qu'il est con, qu'il est ça, qu'il est ça, on envoie ça à tout le monde. Dans le temps, les affaires comme ça se réglaient entre personnes. Hein? Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on expose tout.
je ne suis pas content d'une personne, je ne suis pas satisfait d'une personne, eh ben, je vais le dire et je le dis à tout le monde. Non. Je ne suis pas content de vous, hein? Ben, je vous le dis en face. Tiens, ce que vous avez fait là, ça ne me plaît pas. Là, vous avez fait des conneries. Hein? Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous avez fait? C'est entre nous deux. Tandis que Internet, eh ben, on dira la même chose, mais on l'envoie à tout le monde. Et ça va créer des clans. Et les clans vont se monter les uns contre les autres. Et ça fait quoi après? Parfois, sur des simples petits trucs, ça fait des grosses bagarres. Et ça, je trouve ça un peu lamentable. Mais il n'y a pas que l'ufologie qui est dans ce cas-là. Je crois que c'est... Tout le monde est dans ce cas-là, dans tous les domaines. On est dans ce cas-là. Mais bon, on parle de l'ufologie, donc je dis ce que j'en pense de l'ufologie. Et ça, je le trouve dommage. Dans le temps, les gens nous téléphonaient, j'ai observé ça, on avait le temps de parler avec la personne. On lui demandait son nom, on lui demandait son adresse, tiens, on peut se voir, on va étudier ça ensemble. Aujourd'hui, on vous balance ça, et il n'y a plus personne derrière. Ça, c'est un peu malheureux aujourd'hui. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et moi, je considère qu'un cas qui est signalé, et où on n'a pas le nom du témoin, on n'a pas la possibilité de contacter la personne, ben pour moi, c'est pas un cas qui existe. Parce que moi, je peux faire ça, je change mon truc, l'adresse que j'envoie avec mon message, je la change, et je raconte n'importe quoi, hein, qu'il y a 10 soucoupes volantes qui ont débarqué et puis qui ont déjà détruit 30 maisons, hein, je prends quelque chose d'extravagant, hein, bon, on reconnaîtra un film qui a été sauvé le 4 juillet, qui a sauvé le 4 juillet le monde entier. Mais je raconte ça et puis après je suis plus là. On ne peut plus m'appeler, on ne peut plus me demander. On ne sait pas qui je suis. Je prends ça comme un ovni? Non, je ne peux pas. Pour moi, une observation doit obligatoirement avoir un observateur. Et cet observateur, il faut le connaître. Et il faut pouvoir le rencontrer. Et il faut pouvoir parler avec lui. Nous, ce qu'on fait, une personne nous signale un phénomène, et ben on lui envoie un questionnaire. Allez, sur 100 questionnaires envoyés, il y en a 2 qui reviennent ou 3. Mais les ufologues allemands, comment voient-ils l'ufologie française? Quel est leur regard sur... puisque vous avez l'habitude de les côtoyer? Ben, leur regard, parfois ils rigolent. Ils rigolent de notre petite chamaillerie, bien qu'ils en aient aussi. Mais bon, ils rigolent un peu plus sur nos chamailleries. Et puis, bon, eux, ce qu'ils disent, ils ont les guépins en France, on aimerait bien avoir ça en Allemagne. Par exemple. Mais après, quand ils voient qu'il y a des choses qui montent au guépin mais qui redescendent, là, effectivement, ils ne sont pas trop d'accord non plus, quoi. Donc, il y a des choses qui sont bien chez nous par rapport à eux, il y a des choses qui sont mieux chez eux par rapport à nous. Puis je dirais que le petit déjeuner est toujours meilleur chez les autres qu'à la maison. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait des rencontres aussi en Allemagne. Oui. Il y en a tous les ans? Oui, c'est 2 associations principalement qui se rencontrent. Et il faut savoir qu'en Allemagne, il y a le GEP, il y a le CENAP et il y a le MUFON. Il y a des gens du GEP qui sont adhérents au CENAP et au GEP. Il y a des gens du MUFON qui sont adhérents au MUFON et au CENAP ou au GEP. Et parfois dans les 3. Et donc en fin de compte, quand ils font leur rencontre annuelle, ces 3 associations se rencontrent et prennent des avis un peu de tous les membres, parce que il n'y a pas, c'est simplement pas une rencontre, il y a beaucoup de discussions également techniques, et puis où il y a des exposés qui sont faits, par exemple, c'est jamais fait en France, mais il y a un avocat qui est dans l'association et qui défend les trucs des gens qui ont été enlevés, ou des trucs comme ça.
et qui a déjà réussi à avoir des indemnités pour des personnes qui ont été enlevées. Parce que la loi est différente en Allemagne qu'en France. Oui, j'avais cru comprendre qu'ils étaient beaucoup plus développés dans les abductions aussi en Allemagne. Oui, mais bon, maintenant, moi j'ai dû rigoler quand j'ai vu que cette personne, parce que ça lui avait donné un choc psychologique et tout ce qui s'ensuit, en France, on n'a pas d'indemnité, par exemple, si on a un choc psychologique. En Allemagne, il y a une loi qui existe quand une personne a, lors d'un accident, par exemple, et qu'il a eu des problèmes psychologiques suite à cet accident, elle peut avoir des indemnités. Mais alors, ça passe au tribunal, puis bon, l'avocat a défendu c'était un truc de ce genre-là. Donc, bon, ça nous a fait rigoler un peu. Mais le gars, il a vraiment développé, c'est le gars qui le dit, sur sa carte de visite, si vous avez été enlevé par un extraterrestre, je m'occupe de vous pour les indemnités. Mais après, il y a enquête, il y a tout ce qui s'ensuit. Et puis, bon, il y a l'association derrière, qui a fait l'enquête et tout, donc... Est-ce que vous avez déjà réalisé des rencontres franco-allemandes? Ici en France? Ici ou de l'autre côté, du Rhin? Il y a déjà eu le cas, à l'époque, avec le Gnégu. À l'époque, on était beaucoup plus restreint. Avec le Gnégu, on avait fait une rencontre franco-allemande. J'avais ramené le Sénap, le président et le président adjoint. Je les avais ramenés à Lyon, lors des rencontres de Lyon de SOS OVNI. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Maintenant, c'est les rencontres inexpliquées, ça a évolué. Ah non, mais même pas, c'est plus SOS OVNI. Hein. C'est OVNI Investigation maintenant. C'est OVNI Investigation, hein, mais bon, c'est entre eux. Mais là, dans le temps, c'était SOS OVNI, il y a tous les membres de toute la France qui venaient à Lyon. Mais ils avaient pris Lyon pour le centre de la France, parce qu'effectivement, point de vue transport, toutes les autoroutes arrivent à Lyon, d'où qu'on vienne de France, et les vols, pareil. Par exemple, de Toulouse à Strasbourg, il n'y avait pas de vol spécifique, donc on ne pouvait pas prendre... Et donc, on avait emmené les copains allemands qui ont fait un exposé sur l'ufologie allemande en Allemagne, lors de ces rencontres. Donc, on a fait des choses comme ça. Et là, j'ai un truc, on veut organiser de nouveau une rencontre entre nous, que les copains allemands ils viennent ici, bon, ils seront à 4 ou 5, et puis qu'on fasse un petit week-end ensemble, quoi. Où on va discuter de nouveau de choses et d'autres d'un côté et de l'autre de la frontière. Mais il y a aussi des cas, j'ai raconté les cas donc Strasbourg, quand on demande pour l'atterrissage d'un avion, on est convoqué par la gendarmerie des frontières. Et un jour, on avait une enquête, et puis la vision du témoin était en direction de l'Allemagne, de Saarbrücken. Et j'ai dit, bon, il faut voir si c'est un avion. J'ai téléphoné au copain allemand, j'ai envoyé un courrier avec toutes les données qu'il avait besoin. Donc je les ai données téléphoniquement pour que ça aille plus vite. Et j'ai dit, écoute, je pense à un avion à Saarbrücken, mais j'en suis pas sûr. Est-ce que tu peux voir ça? Une semaine après, il m'envoie un fax au boulot. Le numéro de l'avion, la date du vol, l'heure d'atterrissage, l'heure à laquelle les roues ont touché le sol, l'heure à laquelle l'avion a éteint ses réacteurs, d'où il venait, quand est-ce qu'il a pris le virage pour prendre l'axe de piste, comment il est descendu, donc en palier, parce que c'était un petit avion, hein. Le nom du pilote, le nom de la société et son transport. Alors il me téléphone, il me fait « C'est bon, tu as tout ce qu'il te faut ?» J'ai dit « Non, écoute, il me manque quelque chose. » « Mais qu'est-ce qui te manque ?» « Écoute, il me manque les mensurations de la femme du pilote. » En France, on ne peut pas avoir ça. Si, avec Flyradar. Oui. On a le trajet des avions et tout. Je le consulte souvent quand j'ai des amis oui, qui mais c'est en temps donné, non?
C'est vrai, c'est en real time. Voilà. Mais c'est pas. Mais le témoin, il me téléphone pas maintenant pour me dire je le vois. Il me téléphone le lendemain ou 2 jours après. Et donc il faudrait que je retrouve ça. En Allemagne, lui il a téléphoné au truc principal de contrôle aérien et on lui a donné tout ça. Alors je dis, mais attends, nous jamais de la vie on reçoit des informations comme ça. Si seulement on nous dit qu'il y a un avion qui est passé par là, c'est bon. On est heureux. D'ailleurs, on parlait de l'Allemagne, j'avais préparé un truc, ça par exemple, c'est la revue du GEP. Alors celle que j'apprécie énormément, l'ufologie allemande, pourquoi? Parce qu'ils ont su développer, ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils ont les mêmes problèmes, on était la dernière fois qu'on s'est rencontrés, ils avaient également le problème des trucs de témoignage avec Internet, avec toutes ces choses-là. Mais ils ont quand même su développer des associations fortes et qui sont quand même reconnues au niveau national. Comme je disais auparavant, on peut aller à la police, on aura le numéro de téléphone du Sénat. Et donc, ça en France, on n'a jamais réussi à le faire. Est-ce que c'est de la faute de l'ufologie? J'en suis pas sûr. Il y a aussi les mentalités qui jouent, je pense. Et le fait, je crois qu'en France, on aime bien un peu rigoler sur les gens. Et dès qu'ils ont vu quelque chose d'un peu exceptionnel, d'un peu à part. Je prends l'exemple dernièrement au boulot. Il y a un collègue qui m'interpelle, je passais pour dire bonjour et tout ça. Puis le collègue il m'interpelle et puis il me dit ah Christian, écoute, j'ai vu quelque chose dans le ciel. Je dis oui, attends, je vais dire bonjour et puis je viens. Puis subitement j'ai entendu de partout ah il a mis des petits bonhommes verts, ah tiens il a mis des extraterrestres, qu'est-ce que tu avais de nouveau bu? En fin de compte, il avait vu quelque chose dans le ciel qu'il avait astronomique. Il a vu une planète, il voulait savoir laquelle c'était. C'était tout. Mais tout le monde a tout de suite dit, tiens, qu'est-ce que tu as bu, qu'est-ce que tu as un truc. Tout de suite, on lui a un truc, parler des petits bonhommes verts, des petits bonhommes gris, des petits bonhommes roses, des éléphants roses qui se baladent dans le ciel, et puis tout ça. Il voulait juste savoir quelle était la planète qui était visible aujourd'hui, qui brillait tellement hier soir. C'est tout ce qu'il voulait savoir. Et ça, j'ai remarqué qu'en Allemagne, c'est pas tellement le cas. Moi, pendant des années, quand ils savaient que je faisais de l'ufologie, ah tiens, ça va les petits bonhommes verts? Ah tiens, ça... Combien que t'as bu hier soir pour en boire? Et puis ainsi de suite. Mais ça a duré des années. Aujourd'hui, on a vu des émissions à la télé, on a vu des articles dans les journaux, on a vu des choses comme ça, donc on me prend un peu plus au sérieux. Mais si une personne veut me parler, eh ben, il y a ce petit dénigrement qui se fait, ce petit pic. Et je pense que ça, c'est également quelque chose qui est très négatif. Et je pense que les autorités suivent la même chose. Suivent également l'idée de la population qui dénigre un peu ces choses. Donc, les autorités le dénigrent. En Allemagne, on le dénigre moins, les autorités le dénigrent moins. Et donc, ah, vous avez vu quelque chose, c'était un ovni, ils font l'amalgame, est-ce que c'était, je vais prendre l'extérieur, un meurtre, un accident ou un ovni. Bon, si c'est un meurtre, c'est le truc, c'est les enquêteurs, c'est Derrick qui vient. Si c'est un accident automobile, c'est la Polizei. Et si c'est un ovni, c'est le Sénat. Et ça, sans rigoler. Sans rigoler. Mais disons que la mentalité est un peu différente de ce côté-là. Donc je dirais que je préfère un peu l'Allemagne en ufologie. Pour vous, les ovnis, c'est objets volants non identifiés. Que pensez-vous de l'amalgame médiatique, que font beaucoup les médias, ovni égale extraterrestre? Je pense probablement que c'est complètement faux. D'ailleurs, la preuve en est que 80% des phénomènes s'identifient par des choses tout à fait naturelles. Moi, combien de fois j'ai vu un avion
éclairé par le soleil, on voyait juste un tube orange dans le ciel, on ne voyait pas les ailes, on ne voyait pas les clignotants, on ne voyait rien. Mais bon, on attend, on continue à l'observer, il rentre hors du faisceau du soleil, et ça y est, il redevient une carlingue plus claire, et puis on voit les clignotants, et puis on voit les ailes. Donc c'est un objet volant non identifié, c'est pas des extraterrestres. Malheureusement, l'amalgame qui est fait par la presse de OVNI égale extraterrestre cause beaucoup de tort. Parce que dès qu'on parle avec quelqu'un OVNI, hein, tout de suite, ah, tu parles des petits bonhommes verts. Bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on utilise un autre mot, phénomène aérospatial non identifié, les PANI. Voilà, moi je dis que c'est un tort de faire l'amalgame. Maintenant, actuellement, les journalistes, plus c'est sensationnel, plus ça apporte d'audience pour eux. Donc je les comprends aussi, pourquoi ils utilisent ça. Bon, eux, ça ne les dérange pas que derrière, on a le problème des extraterrestres, quoi. Votre expérience terrain par rapport aux enquêtes, sorties, veillées, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Ça m'a apporté quand même le fait de dire que quand je vois quelque chose, il ne s'agit pas de dire bah tiens, j'ai vu quelque chose, je sors quelque chose. Non, c'est de continuer à observer, d'aller plus loin. Et je pense que c'est, même dans mon métier et tout, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je ne prends pas le truc de but en blanc et je le garde comme ça. J'essaye d'aller plus loin, de voir plus loin, de voir plus longtemps, d'essayer de comprendre plus les choses. Ça m'a apporté également le fait de m'intéresser un peu plus à beaucoup de choses, à beaucoup de sciences qu'à l'époque je ne faisais pas. Je m'intéresse un peu plus à la météorologie. Je m'intéresse un peu plus à l'aéronautique, un nouvel avion qui sort, comment que ça fonctionne, et puis tout ce qui s'ensuit. Je m'intéresse à l'astronomie depuis. Je me suis intéressé à un moment donné, puis bon, peut-être que ça reprendra quand j'aurai la retraite et un peu plus de temps pour lire et tout ça, sur les civilisations anciennes, sur beaucoup de choses qui ont été intéressantes. Je pense par exemple à Fort qui avait écrit les premiers ovnis dans le ciel avec les pluies de grenouilles et puis tout ce qui s'ensuit, les pluies de poissons. Vous voyez, bon, voilà toutes les choses que ça m'a apporté. Et je pense que quand je regarde les amis que je connais de longue date et qui sont autour de moi, tous c'est pareil. Ils ont appris des choses parce que, en fin de compte, tiens, attends, on parle de ça. Mais j'ai vu ça, là, ah bah tiens, là on parle que ça arrivait dans telle civilisation, alors on lit sur la civilisation, on lit sur ça, on lit sur... Donc automatiquement, ça apporte beaucoup de... Je ne veux pas dire que ça me sert, mais c'est une connaissance générale, beaucoup de connaissances générales de beaucoup de choses, quoi. Et en fin de compte, évidemment, la connaissance de beaucoup de personnes, de beaucoup d'amis. Donc certains que vous avez déjà rencontrés. Quel conseil donneriez-vous aux générations futures, les futurs passionnés, veilleurs et ufologues? Alors, les questions, les conseils seraient énormes. Première des choses, de rester objectif. Rester objectif et de chercher. De ne pas prendre monnaie payante tout ce qui est dit. De faire des recherches, de faire des vérifications et tout ça. Deuxième chose, d'arrêter les chamailleries. D'arrêter de se chamailler. Chacun a ses idées et toutes les idées sont bonnes. Il suffit de les assembler ensemble comme un puzzle. Il y en a qui ont des bonnes choses, il y en a qui ont des mauvaises choses. Ceux qui ont des bonnes choses ont également des mauvaises choses. Prenez le bon de chacun, prenez les bonnes choses de chacun. Et puis on arrivera à grandir. Et au lieu de se marcher dessus pour arriver en haut, ce qui est très difficile, moi j'ai un conseil. Faites
tendez la main au gars, montez-le en haut du mur. Et une fois qu'il est en haut, il peut vous tirer. Et arrêtez de tuer un gars pour lui marcher dessus pour arriver à 20 cm plus haut. Voilà un peu les conseils que moi je donnerais au monde futur, aux futurs ufologues. C'est-à-dire en fin de compte travailler ensemble, tout en respectant les idées de chacun. Et que chacun a des bonnes idées, il en a des mauvaises comme tout le monde, mais il a des bonnes idées. Prenez toutes les bonnes idées, assemblez-les, et puis vous ferez des bonnes choses. Voilà un peu ce que je dirais au monde futur. Aux futurs ufologues, qu'ils soient français ou n'importe où du monde entier. Souhaitez-vous rajouter autre chose suite à l'interview? Non, juste un petit coucou à tous les amis ufologues que je connais et qui me connaissent en France et ailleurs. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.